Bonjour, je m'appelle Mélanie Rosa, je suis maman d'une petite fille de 3 ans et tout récemment d'un petit garçon né à la maison. À côté de mon activité de photographe en Dordogne, j'ai à cœur d'informer les femmes et d'élier la parole à travers des articles de blog sur mon site internet, mais aussi ici, par le biais de ce podcast. Je remercie du fond du cœur toutes ces femmes qui acceptent régulièrement de se livrer à moi pour raconter leurs histoires, leurs expériences de mère, leurs reconversions, leurs accouchements, dans cet espace dédié aux voix périgourdines, mais aussi à vous toutes qui écoutez et lisez leur parcours avec bienveillance et sans jugement. Bienvenue dans le podcast de Studio Rosa, consacré aux récits singuliers des femmes et mères de Dordogne. Je vous invite à faire voyager ce podcast, à le partager, à vous abonner et à lui mettre 5 étoiles. Pour ce nouvel épisode, donc, je suis avec Agathe et François pour parler de l'accouchement de Louison qui a eu lieu à la maternité de Libourne, donc en février 2025. Merci à tous les deux de m'accueillir et d'avoir souhaité du coup partager votre histoire aussi. On va commencer par une petite présentation de chacun. Donc Agathe, tu présenteras François et François, tu présenteras Agathe. François, tu peux commencer? Tu présentes Agathe. Agathe, 36 ans. 37. 36, 37. Presque 37. Femme déterminée, enseignante. Et dans l'attente conjointe d'avoir un enfant depuis déjà un petit moment. Ok. Qui s'est réalisé. Qui s'est réalisé. Quand même, genre, oui. Et François, alias Doudou, important, qui a 37 ans, donc il est charpentier, il retape la maison actuellement, et coach à ses heures perdues, coach accouchement. Ça marche, on va voir tout ça ensemble du coup. Et donc du coup, vous venez d'où? Vous êtes du coin initialement? Non, moi je suis de Bretagne. Je suis du Finistère, Douarnenez, un petit village de Douarnenez, pas loin de la Pointe du Raz et de Quimper. Et toi, François? Et moi, ma famille est originaire des Pyrénées, mais moi je suis né à Bordeaux, donc je suis presque local. Et pourquoi du coup avoir déménagé dans ce joli coin? On habitait à Bordeaux ensemble. Ouais. On a eu l'opportunité de venir passer un été, moi, pour un chantier dans le coin chez un copain, et puis on sait plus, de fil en aiguille, on nous a prêté une maison. Et puis, on a tous nos copains ici. voilà, on a rencontré du monde, on s'est senti bien. Ok. Et on a trouvé cette maison. Ouais. Et de coup de cœur, et voilà. Et du coup, vous êtes rencontrés quand? Il y a 10 ans, 11 ans. Ah, on s'est mis ensemble il y a 10 ans. Mais on se connaissait avant. On se voyait à des nouvel an, des copains de copains. Ok. Sur Bordeaux. Ça marche. Donc en 2017, on s'est mis ensemble. Bah non, ça fait pas 10 ans. Non, ça fait pas 10 ans. 2015. Ça fait 10 ans. Et j'ai perdu un peu d'un bout de cerveau avec mon accouchement. On est venu ici en 2015. On est arrivé ici en 2015, ouais. Ok. Et du coup, toi, Agathe, t'as toujours voulu devenir maman? Non, c'est venu un peu plus tard. Moi, j'ai bien profité de ma jeunesse. Ouais. J'ai voyagé, j'ai bien fait la fête et c'est venu plus vers quand j'ai rencontré François. Ok. Plutôt. Donc je sais pas, j'avais quel âge? 25, 27. Et toi, François, tu as toujours voulu fonder une famille ou pareil, tu te laissais le temps? Ça a jamais été un objectif ou un impératif. Et ça a jamais été non plus quelque chose à éviter, quoi. Donc c'était, j'étais tout à fait ouvert, ouais. Mais toujours ce sentiment un peu de c'est pas le bon moment, enfin, sans que ce soit rédhibitoire, quoi. Mais toujours cette sensation de, je sais pas, peut-être de pas être prêt. Ouais. Moi, j'ai pas connu mon père, donc il y avait peut-être aussi ce transfert un peu. Voilà. Oui, de toi devenir papa, ouais. C'est ça, une petite appréhension quand même. Ouais. À apprendre ce qu'on n'a pas appris. D'accord, ouais. Et quand est-ce que vous avez commencé à parler du coup d'un projet bébé? Est-ce que vous avez évoqué le sujet assez rapidement entre vous, d'avoir un enfant ensemble? Est-ce que du coup pour toi, François, c'est devenu après une évidence avec Agathe de fonder une famille ou plus tard Au début, on l'évoquait, mais on sentait qu'on avait le temps en fait. Donc c'était pas quelque chose qui cristallisait un peu les discussions ou les projets. Et puis après, ça s'est installé un peu par la force des choses parce que les années passant, on se rendait compte qu'on était très bien ensemble, qu'on avait vraiment envie de
faire notre avenir ensemble. Et puis ça faisait partie d'une certaine suite logique et qui tardait un peu à pointer son nez, quoi. Ouais, C'est-à-dire qu'on n'avait pas de contraception. Ouais, moi j'avais plus de contraception depuis super longtemps. Et après j'ai commencé un peu à aller faire des investigations parce que je me disais bon, truc qui fonctionne pas. Donc ça a été. Ça a mis longtemps. On peut dire que tu étais persuadée que. Oui, j'étais ça venait de persuadée toi que je n'aurais pas d'enfant. Et tu peux me dire pourquoi? Ah oui, et parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, j'ai eu pas mal de problèmes de dos, et il y a un médecin qui m'a dit ah mais vous, ça va être très compliqué pour vous de tomber enceinte. Si et vous je pense tombez enceinte, vous serez alité. et je pense que elle a planté une petite graine dans ma tête qui a bien germé et qui a fait un bel arbre. Donc j'ai commencé à faire des IRM et tout le bazar. On m'a trouvé de l'endométriose et de l'adénomiose. Ah oui. Finalement, je suis allée à la clinique Tivoli. Ils m'ont dit, mais il y a rien du tout. Donc ça a mis, je sais pas, tout ça, ça a mis mes 2 ans avec les prises de sang et les machins, les rendez-vous. Parce qu'on t'a dit que t'en avais pas, que t'en avais, que t'en avais pas. Donc là, à Tivoli, elle m'a dit, bon, bah, maintenant, vous avez, je sais pas, on était je devais avoir 34, 35 ans. Elle a dit, bon, maintenant, il faut, si vous voulez vraiment avoir un enfant, vous avez 35 ans, je vous conseille d'aller dans une clinique de fertilité pour faire le point, quoi. Un parcours PMA. Ouais, donc voilà. Mais il n'y a pas, en tout cas, enlevez-vous ça de la tête, il n'y a pas d'adénomiose ni d'endométriose. Et c'est quoi l'adénomiose? Ça touche l'endomètre profond, en fait, le muscle profond utérin. Ok. Voilà. D'accord. Et donc pendant combien de temps est-ce que vous avez essayé naturellement? Pendant combien de temps? De toute façon, depuis quasiment le début, on n'avait pas de contraception. Okay. Donc, oui, et puis tu voyais bien que. Mais on n'était pas dans un truc d'essai où à la 5e lune bleue à 14h62 il fallait lever les jambes en Y et te mettre en poignée. voilà et faire le loup. Ouais, et puis mais au bout d'un moment tu te dis quand même, Yona, ça marche comme ça, pourquoi ça marche pas, quoi. Ouais. Et du coup, vous êtes orienté sur une clinique? Ouais, on a été à Jean Villard, à Bordeaux, à Bruges. Alors moi, j'avais été à Libourne avant, j'avais rencontré une gynéco qui s'occupait des PMA aussi à Libourne, et la nana, mais c'est pas du tout passé, quoi. Elle m'a montré directement sa courbe, son graphique, en disant et vous êtes là, attention, la fertilité elle baisse. Avec l'âge. C'est là, ouais, bon, ok, merci, je sais bien, quoi. J'ai pas besoin d'être menacée en plus. Et moi, la PMA, ça a été vraiment compliqué au début, de rentrer. Pour nous deux, de rentrer dans ce process. Peut-être moi, je suis rentrée, quand on a commencé, j'étais prête. Tu t'y es plus préparée avec tous ces rendez-vous avant, en fait. Moi, j'étais un peu dans un déni, je me disais que tout ça allait déclencher quelque chose, quoi, j'étais encore vraiment dans l'espoir que c'était juste pas encore le bon moment et que ça allait arriver, mais en même temps aussi pressé par la fameuse courbe. Oui, c'est ça. L'horloge biologique. Voilà. Et tous les copains qui ont des bébés. Et en fait, chaque fin de mois, quand les règles arrivent, moi, je commençais à disjoncter complètement, quoi. Tes copines, elles sont enceintes. T'es contente pour elles, mais au fond de toi, t'es hyper jalouse, en fait. Et c'est un sentiment qui est pas cool, quoi. Mais au bout d'un moment, faut l'accepter aussi, quoi, d'être en colère et donc. Et puis, il faut dire que j'étais phobique des piqûres aussi, donc de rentrer dans un parcours de PMA, c'était un peu intense. Et il y a eu le décès de sa maman, qui a été aussi vraiment très très dur vu qu'on l'a accueilli à la maison. Donc ça a retardé un petit peu aussi tout le process. Et de toute façon, c'était pas possible. On n'avait pas du tout la tête à ça. C'était pas le moment en fait, quoi. Donc on arrive en fait en 2023, en été 2023. Donc ta maman elle est décédée en avril 2023. Le temps de laisser couler un peu d'eau. Oui. Après seulement vous entamez le parcours PMA. Ouais, on a pris rendez-vous à la clinique Jean Villard. Et on avait entamé avant. Ouais, on avait déjà rendez-vous peut-être. On avait fait les tests. On n'avait pas encore entamé
La FIV est voilà. vraiment rentrée dans Mais le il y dur. avait eu plusieurs spermogrammes, plusieurs tests. Tout était fait, quoi. Ouais. Voilà. Donc on re-rencontre la gynéco et là elle nous dit bon bah ok, si vous voulez que ça part en septembre, quoi. On commence, Ouais. on fait la première stimulation et première FIV, parce que nous tout ce qui est insémination c'était pas possible vu Ouais. notre C'était idiopathie. Ils ont appelé ça C'était idiopathie, idiopatique. c'est-à-dire infertilité il y a une idiopatique. infertilité, mais la cause est inconnue, quoi. C'est-à-dire il y a D'accord. on n'arrive pas à prouver la cause de Vous l'infertilité. pouvez pas Donc faire- Non, il y en a une pas de problème. constatée, mais on peut pas D'accord. dire qu'elle est irrémédiable. On peut pas dire. Oui, donc vous partiez directement sur un parcours PMA mais Voilà. avec FIV. Voilà. Euh, Parce que Mais vu notre âge, parce qu'ils savaient que ça allait être parce efficace que et pour eux, la cause probable, ouais. c'était sûrement que l'embryon n'arrivait pas à s'accrocher, en fait. Mhm. Il fallait intervenir plus à ce moment-là, que c'était sûrement ça qui empêchait les grossesses, quoi. Ok. Et donc en septembre, mais on fait la première FIV, stimulation et tout le bazar, quoi. Et on obtient 2 embryons. Donc moi j'ai tout enchaîné à chaque fois. Donc après les stimulations, on a fait le transfert, ça n'a pas fonctionné. J'avoue c'est ultra dur parce que quand tu rentres là-dedans, tu te dis yes, il y a Ouais. pas de problème, ça va fonctionner direct. Et deuxième embryon, là tu fais Ouais. si ça marche pas, va falloir tout recommencer le bazar. Alors moi j'ai de la chance parce que toutes les stimulations, j'ai bien vécu les hormones. Franchement, j'ai pas eu trop de problèmes, quoi. Ok. Donc j'ai pris un peu de poids, mais pas non plus abusé. T'as pas eu de saute d'humeur Non, franchement, je suis restée assez zen. François a l'air c'est de... vrai. Non, c'est- franchement. ouais. Donc J'ai on même pu moi-même faire toutes les piqûres, donc ouais, c'est la lui phobie des qui- piqûres c'est lui était qui me aussi piquait. amoindrie. Ouais, ça a été... Et ouais, ça a été. Bah, de toute façon, après, t'as plus le choix. Et puis moi, j'avais entamé un travail là-dessus aussi pour supporter, quoi, parce qu'avant, je pouvais pas faire une prise de sang sans une barrette de Lexomil, quoi. Donc, Oui, oui. et donc premier embryon, ça fonctionne pas, donc on enchaîne. Deuxième embryon, on se dit bah là, si ça fonctionne pas, Faut reprendre tout le process. faut reprendre tout le process. Donc Et alors, est-ce que ce deuxième embryon... et le deuxième embryon ne fonctionne pas non plus. Ouais. Donc là, c'est un peu Qu'est-ce que vous... c'est un peu la douche froide, quoi. Enfin, moi, j'ai repris des séances avec le psy parce que là, j'avais besoin, quoi, d'être suivie à côté. C'est trop intense, quoi. En fait, il y a le droit de faire 3 ponctions. C'est ponctions? Ou c'est Ouais, 3 FIV, en fait, non, plus, même 4 stimulations, t'as droit. En tout. Et en fait, là, on commence déjà à rentrer dans un décompte, en fait. Quand la première série d'embryons, bon, là, elle était de 2, donc c'est une série très courte, quoi. Mais on rentre dans le plus que. En fait, dans la première série, c'est le début d'un process Oui, où on puis vous commence jamais le découvrez premier aussi. truc en se disant il en reste plus que. Par contre, dès qu'on avance, ben il y a quand même, en fait, il y a plus que l'âge qui nous rattrape. Il y a aussi la possibilité, quoi. Donc. Et puis tu te dis, oh punaise, il y a pas de problème. Je pensais que ça allait marcher du premier coup. Là, tu commences à aller sur les forums, c'est pas Chose à ne pas Et faire. à ne pas faire, vraiment pas. Et tu vois, moi j'ai fait 4 FIV, j'ai dû partir en Espagne, 12 transferts. T'es là, mais c'est pas, non mais je vais jamais tenir, quoi. Là, je vais devenir complètement folle. Bon bref, j'arrive quand même à me remotiver. On passe le. Les FIV ont lieu à la clinique Jean Villard, Ouais. du coup? Ouais. Mais franchement, ils sont top là-bas, mais vraiment ultra bienveillants. Des équipes gentilles, tant les infirmiers, les biologistes. Bah, là, c'était vraiment nécessaire parce qu'on est quand même à 1h15, 1h30 de la clinique. Et tous les 2 jours, tu dois aller faire ta prise de Et sang là-bas, c'est tous les quoi. 2 oui. jours, quoi. Ouais. Donc, tous les 2 jours, on était à 7h du matin là-bas. Et tu travaillais, du coup? Ouais, tous les deux, on travaillait. Ouais, je travaillais, mais j'avais dit à mon employeur que que j'étais dans ce. Tu l'avais oui. informé? Enfin, tout le monde était au courant, c'était beaucoup plus simple pour moi, en fait, et au moins, je savais qu'en plus, je pouvais rattraper, enfin, j'avais pas à rattraper mes heures, d'absence, donc c'était beaucoup plus simple, en fait, que tout le monde soit prévenu. Ouais. Et donc, vous repartez faire une deuxième insémination? Ouais, deuxième transfert. Enfin, deuxième ponction d'abord. Non, Oui. deuxième transfert qui fonctionne pas, et après, deuxième FIV, qui a lieu, là, en février.
Donc on était en 2024. septembre et ensuite février. Voilà, Ouais. 2024. Ouais. Et là, bon, j'avoue, je suis repartie à faire cette FIV avec un peu moins D'entrain. d'entrain que la première. C'était un peu rude. Hein. Même les piqûres, j'étais au secours. La première, j'arrivais pas. Allez, Doudou, allez, on va y arriver. Et Ouais, vous arrivez à vous motiver. ouais, après, moi, je suis quand même assez positive. T'es positive et déterminée, mais dans une épreuve comme ça, ouais, faut vraiment être deux, faut être hyper solide, quoi, en fait. Enfin, l'un pour l'autre, quoi. Dès qu'il y en a un qui est un peu dans le mou, faut qu'il y ait l'autre, parce que sinon, c'est tellement le brouillard, en fait, comme parcours, et en même temps, on nourrit un espoir qu'on s'autorise pas, quoi, parce que on sent qu'on se fait le double tranchant nous-mêmes, en fait. À vouloir y croire, on se dit, en fait, ça va être peine encore plus dure. Ouais. Quand on sera arrivé au bout des possibilités, quoi. Donc c'est un truc un peu particulier d'espérer sans le vouloir, quoi. Oui, enfin, c'est le ça. vouloir sans espérer. Ouais. Après, moi, au travail, cette année-là, j'avais décidé de faire tous mes projets. Donc, j'avais plein de projets à côté, donc plus les FIV. Au moins, j'étais occupée. Ouais. Donc, deuxième FIV, ça se passe très bien. Et là, en fait, je pars en hyperstimulation. D'accord. Le terme médical c'était une belle récolte. C'était une belle récolte. Okay. Donc, j'avais 15 ovocytes de chaque ovaire. Donc, on part de 2 à 15. Non, parce qu'après, donc, ovocytes. À 30 ovocytes, du coup. 30 ovocytes. Ouais. Récoltés. Et on obtient 14 ou 15 embryons. Ah oui. Ouais. Bon, et on part de 2 embryons à 14 embryons la deuxième fois. Ouais. Ah oui. Donc, on peut pas enchaîner sur un transfert parce que comme je suis en hyperstimulation, il faut attendre que mon corps s'apaise un peu et on attend le cycle prochain. Bon, c'est pas grave. Moi, je devais partir, j'avais un voyage scolaire, donc je me dis bon, c'est parfait. Et donc, on commence notre 3e transfert, donc ultra motivé. Et il s'avère que ça a été un échec aussi. En plus, on avait des embryons que de super qualité. Ils t'ont implanté un seul d'embryon à chaque fois ? Ouais. Alors, j'avais demandé 2, mais la gynéco nous a dit, écoutez, on attend encore un peu. Ouais. Parce que si vous passez de rien à du coup 2, ça va quand même, c'est quand même un gros chamboulement. Elle disait, on évite de faire ça au début, en fait, tout du moins. Et surtout, elle dit aussi, allez voir en néonat et vous allez voir qu'il y a quasiment, en fait, que des jumeaux, quoi. Que c'est pas des grossesses non plus faciles. Elle dit, c'est quand même mieux d'avoir une grossesse, une première grossesse, un bébé et que vous viviez ce moment. Surtout quand tu commences avec un parcours comme ça, en fait, il n'y a pas eu du tout l'euphorie du test de grossesse. Donc, il y a quand même un sentiment un peu d'avoir perdu un peu d'authenticité, un peu de spontanéité, quoi. Donc, je pense que pouvoir se réapproprier le reste de la grossesse jusqu'à l'accouchement, c'est super important, en fait, pour pouvoir vraiment tourner la page de la PMA, quoi. Pour en arriver là, Alors, elle nous dit, bon, on ira jusqu'à 6 transferts. Donc là, on avait eu 2, 3. Et au bout du 6e, il faudra faire de nouvelles investigations. Donc ça, c'était la nouvelle échéance, pour voir s'il n'y a pas d'autres problèmes. Donc moi, j'ai enchaîné tous les transferts mois par mois. Hein. J'en ai eu, je crois, 2 avec des cycles artificiels où on nous restimule un petit peu pour savoir vraiment quand est-ce qu'on va ovuler pour que ce soit plus pratique. Et bon, 4e transfert, ça ne fonctionne pas. Donc là, moi, je me dis, ok, je retourne là vraiment chez le psy parce que je me dis, je vais péter un plomb. Et et je me dis, bon, en fait, j'entame mon deuil, en fait, que bon, ok, ça fonctionne pas, on va arriver à ce transfert, il va falloir que je me remotive et que ma vie sera peut-être sans enfant et c'est pas grave, on s'aime, on trouvera d'autres choses, d'autres projets, c'est pas grave, il y a la maison, il y a le chien, on fera un élevage de chiens. Oui, t'arrivais à essayer de te trouver d'autres objectifs, quoi. Je me dis, bon, ok, c'est pas grave. Et on arrive au 5e transfert. Et là, c'était la première fois où je me dis, c'est pas comme d'habitude, j'ai pas cette baisse d'hormones où je vais faire ma prise de sang, où je me dis, c'est mort, quoi. Où à chaque fois que j'allais faire ma prise de sang, j'étais en pleurs. Tu savais à chaque fois. Où les infirmiers, ils étaient là, mais ça va aller, vous êtes jeune. J'étais là, merci, c'est la première fois qu'on me dit que je suis jeune. Donc là, moi, j'ai 36 ans, moi, à ce moment-là. Et en fait, j'ai fait ma prise de sang et je sens qu'il y a un truc qui est pas comme d'habitude.
mais je fais pas de test de grossesse parce que en fait, je me dis dans ma tête, le test de grossesse, à chaque fois que j'en fais un, c'est négatif et qu'il y a une espèce de malédiction du test urinaire. Et là, à midi, je rentre à la maison manger. Et là, je regarde l'écran, je fais mais non. Pour les résultats. Mais non, j'ai envie de pleurer. Mais non et tout, c'est pas vrai quoi. J'ai doudou, c'est positif, c'est positif. Il était là? C'était là, François? Mais je dois avouer que ce moment, en fait, je m'en souviens même pas. Ah ouais. Il est parti avec, ouais. Je me souviens de après, mais là, maintenant tu racontes l'annonce, mais je pense, il y avait c'était une sorte de chaos mental, quoi. Protéger aussi, ouais. Peut-être aussi, ouais, de pas, parce que je pense qu'il y a un côté qui croyait pas vraiment non plus, quoi, parce qu'il y a une première prise de sang, mais il y a une seconde prise de sang pour confirmer. Taux, il a augmenté. Donc là, c'était la première. Voilà. Et moi, je me souviens au premier rendez-vous, on nous avait dit, ne vous emballez pas. Ne vous emballez pas. Du coup, j'ai dû suivre ce conseil un peu inconsciemment. Et là, je me souviens pas, en fait, du moment où... Oui, tu l'as pas ressenti de la même façon. Je me souviens même pas du moment. Mais moi, je me suis temporisée aussi parce que j'ai flippé de la même manière où j'étais, OK, on attend 2 jours aussi. OK, je suis trop contente. Au moins, c'est positif, c'est que ça peut s'accrocher. Voilà, il y a quelque chose qui peut se passer. OK, qui se passe donc ça, déjà, c'est trop bien. Et deuxième prise de sang, là, le taux, il avait doublé. Et moi, entre-temps, je faisais que faire des tests urinaires. Complètement folle. Et je me dis, OK... Et pareil, toujours entre deux. Et en fait, cet entre-deux, il a duré vraiment longtemps où je me disais, mais... En fait, je suis enceinte, quoi. Parce qu'il y a des échos aussi, du coup, qui sont pas dans le parcours classique. On a eu des échos tout le temps, nous. Qui sont dans le parcours PMA. Et je crois qu'en fait, avant l'écho, on y croyait, mais avant d'avoir le cœur qui bat vraiment, et puis en stress moi j'avais envie de faire des prises de sang tout le temps, du coup. J'étais là, mais... Prescrivez-moi une autre prise de sang. La folle. Oui, j'allais faire une autre prise de sang, en fait. Faut que je vois si ça a encore augmenté. Je continue à faire des tests de grossesse. Oui. Et à un moment, je me suis dit, non, mais attends, mais là, lâche prise. Va falloir profiter un peu. Et j'avoue que le petit cœur qui bat et de voir cette espèce de micro-cacahuète qui était accrochée avec le petit cordon... T'es là, waouh, OK. Ils ont des appareils spéciaux, Ah c'est même pas sur une écho normale qui est pour un bébé grand, en fait, c'est pas décelable, quoi. C'est vraiment, Là, c'était plus pointu. Les échos avaient lieu aussi à la clinique. Ouais. Les premières, ouais. Et comment se passe la grossesse? Nickel. Mais j'avais même pas de nausée. Je disais, mais moi, j'avais trop envie de vomir. Je disais, mais mince, je vais jamais vomir, c'est pas possible. Merde. Non, si, j'étais un peu barbouillée, j'ai perdu du poids. Mais comme j'en avais un peu pris pour les filles, je disais, bon, c'est OK. On a commencé à faire des photos tous les mois. Regarde ce ventre. Les photos qu'on regarde maintenant, on se dit, t'avais vraiment du ventre là. Et j'étais aussi sous progestérone. J'avais un complément de progestérone, donc j'étais complètement stone. Et j'ai arrêté la progestérone au bout du 2e ou 3e mois. Donc là, il y a eu une bonne chute d'hormones où j'ai perdu mes cheveux, un peu ce genre de choses. Mais bon, vraiment pas non plus. T'as perdu quelque chose. Oui. T'as pas perdu. J'ai l'impression d'avoir perdu tous mes cheveux, mais voilà, c'est tout franchement. Et après, on est rentré dans le 2e trimestre et vient la fameuse écho morpho. Ouais. Donc j'y vais toute seule. François était pas là parce qu'il était sur un chantier. Et c'est pas le même échographe qui fait l'échographie encore à Jean Villard. D'accord. C'est une autre. Et là, elle arrive. À la base, on voulait pas connaître le sexe. Et elle insiste un peu, quoi. Oui, nanana, c'est quand même plus sympa de connaître le sexe. Et moi, dans ma vulnérabilité, je finis par craquer. Donc, premièrement, c'était pas trop notre choix. Donc, elle me dit que c'est une petite fille. Donc, je suis trop contente. Même si je pensais que c'était un garçon. Que t'étais fermement convaincue. Oui. Mon instinct de mère savait que c'était un garçon. Bon, bref, c'est une fille. J'avais acheté des trucs plus garçons en plus. Mais n'importe quoi. Et elle me dit que c'est une fille. Bon, je suis trop contente. J'ai des larmes aux yeux, je pleure. Et là, elle commence à faire le truc morpho et elle me dit mais elle a les os longs courts. Les os longs courts. Ah oui. Les os qui doivent être longs sont courts, quoi. Genre
fémur. Donc elle dit bon bah en fait elle commence tout de suite. Bon là il va falloir faire plus d'investigation. Il va falloir suivre la grossesse régulièrement, donc des échos tous les. Là, Kiki les petits oiseaux, c'est fini. Va falloir. Le projet d'accouchement à domicile, c'est fini. Bah, ça, j'avais pas dit. J'avais dit que je voulais quelque chose de physio. Et donc elle me balance tout ça, qu'il faut que j'accouche dans une maternité niveau 2B ou niveau 3 en néonate. Qu'il faut que je fasse une amniosynthèse, qu'il faut que je fasse des échographies tous les 15 jours. J'étais là, mais attendez, mais continuez, mais c'est quoi là? C'est mon bébé a un problème, il y a un problème génétique. Elle t'explique pas plus que ça. Elle t'alerte, mais est-ce qu'elle te donne? Elle me dit non, mais ça a l'air d'aller. Il y a pas de bec, mais elle a pas de bec de lièvre. J'étais là, ah mais super. J'ai dit mais c'est une naine et tout. Enfin, c'est un problème génétique. On voit que. Je dis non, c'est pas une naine, mais elle a pas de bec de lièvre. Je dis attends mais. Donc là je commence plus du tout. J'étais là mais en plus moi quand je suis stressée, je rigole comme une idiote quoi. Donc c'est toujours un peu bizarre. Je suis là d'accord. Mais t'as l'air détendue alors que tu l'es pas. Alors je suis pas du tout détendue au fond quoi. J'étais là mais. Donc je sors de là mais dans un état mais pas possible. Et donc ce rendez-vous là t'étais toute seule. Ouais. Donc j'appelle François pour lui dire qu'il y a peut-être un souci. Je dis mais il faut attendre la deuxième écho dans 15 jours avec l'échographe référent. Je reçois aussi des coups de fil de l'hôpital de Bordeaux pour me dire pour une amniosynthèse. Et j'étais là mais en fait non mais l'amniosynthèse non pour l'instant il y a pas moyen en fait. On va d'abord faire les échos de contrôle et on verra ce qui se passe. Parce que l'amniosynthèse, déjà, c'est hyper invasif. Et après, t'es là, ouais, ok, t'as tes résultats, t'attends 15 jours, t'es complètement stressé. Donc, très bien pour une grossesse. Et après, on t'annonce un résultat et t'en fais quoi, en fait, c'est un problème? Elle me dit, oui, mais il y a des solutions. Je dis, oui, les solutions, c'est la solution finale, quoi. Enfin, je dis, moi, si ça doit se passer comme ça, vous pouvez m'amener directement en HP, quoi. Donc, l'amniosynthèse, il était hors de question, quoi. Donc on a continué tous les 15 jours les échos ultra anxiogènes. Sachant quand même qu'il nous disait que tout allait bien. Oui, que morphologiquement. C'est-à-dire que les échanges au niveau du placenta, tout était super, que tout allait bien quoi. Ma tension était bonne, que morphologiquement et anatomiquement il n'y avait aucun problème. En fait, il y avait pas de problème, mais il pouvait y en avoir un. Mais il faudra en être sûr. Oui, et pour ça, il faut faire toute une batterie de tests pour, en fait, prouver qu'il n'y a pas de problème. Donc il y avait un truc un peu étrange, quoi. On sentait qu'ils se protégeaient parce qu'ils ont aussi un protocole, ce qu'il faut comprendre, quoi. Ils ont des règles, des seuils où ils déclenchent des alertes, où ils déclenchent des protocoles. Et donc, clairement, on n'était pas là-dedans. Mais en même temps, il y a rien qui n'allait pas, quoi. Du coup, Louison a un peu décroché de la courbe de sa courbe de croissance. Enfin, c'était pas encore Louison à l'époque. C'était la cacahuète. Elle décroche un peu de sa courbe de croissance. Donc, on est au niveau du percentile, c'est les courbes, là. Il y a des fourchettes, quoi, de développement optimal, de développement un peu moins optimal, mais sans risque, à une zone où il faut surveiller, et puis une zone où ça devient plus de protocole. Donc nous, on était au 5e percentile, donc c'était considéré comme un bébé de petit poids, qu'on appelle ça un PAG. Petit pour l'âge gestationnel. Donc donc on continue. La sage-femme Marianne, elle me dit oui, c'est un petit poids. Par contre, le projet d'accouchement en plateau technique, ça va plus être possible parce qu'en fait, à Bergerac, on peut accoucher que des bébés qui ont des poids supérieurs à 2,8 kilos. Et là, si elle reste au percentile 5, ou en dessous du 5, en fait, elle sera en dessous de 2,8 kg. Donc, effectivement, il faut changer de maternité et se rabattre vers une... Donc, c'est reparti pour tout le bazar. Donc, moi, je reprends ma sage-femme que j'avais en suivi gynéco. Donc, quel était le projet initial, du coup Donc, le projet initial, c'était d'accoucher à la maison. Accouchement à la maison n'était pas possible parce qu'on était trop loin de la maternité pour un premier bébé. Donc, en plus, on était en travaux, donc on s'était dit, c'est un peu le bazar. On aurait pu louer aussi
ils nous avaient proposé de louer un gîte. Mais en fait, on était là, c'est un peu bizarre, c'est pas chez nous, quoi, c'est pas du En fait, tout. on voulait c'était pas accoucher à domicile, quoi. Oui. C'était pas accoucher le but, c'était pas d'accoucher en dehors de l'hôpital. Voilà. C'était d'accoucher chez nous. Donc, si on pouvait pas le faire chez nous, on voyait aucune raison de pas le faire à l'hôpital, en fait. Oui. Donc, on nous propose cette histoire de plateau technique, c'est d'être dans la salle physio avec juste la sage-femme et de faire l'accouchement, sans péridurale si j'y arrive et juste avec elle. Parce que moi, le monde médical et surtout qu'on avait déjà été tellement médicalisé, on avait envie que ce moment il soit nous appartiennent au maximum. juste à nous et qu'on se fasse un petit cocon avec la sage-femme qui soit là en soutien, quoi. Bon là ça tombe à l'eau et on se à cause de la règle des 2 kg pour la maternité de Bergerac. Donc on part à Libourne, on va la visiter, on voit on rencontre aussi la gynéco qui est top, hein, franchement, ils étaient tous sympas. Donc on fait c'est comme ça, de toute façon, c'est très bien qu'un accouchement, en fait, c'est pas mon accouchement, c'est la naissance du bébé et c'est tout. C'est à un moment où il faut aussi se raisonner. Et Il faut pas être égoïste dans ses choix. Ce qu'on privilégie quand même, c'est la santé de l'enfant, quoi. Pour être sûr d'être dans le milieu qu'il faut pour sa naissance. Voilà. on fait quand même notre projet de naissance en disant ok, on accouche à la maternité et on aimerait bien avoir la salle nature, on aimerait bien pouvoir mettre de la musique, se faire une ambiance, ne pas avoir de péridurale et que le personnel soignant soit dans cette démarche-là aussi de pas insister sur la péridurale, de m'encourager et de pouvoir utiliser les techniques. T'avais fait un projet de naissance du coup, tout expliqué. Ouais. Et puis moi je me suis préparée en fait, j'étais à fond depuis le début de ma grossesse en fait, j'ai tellement attendu ça. Dans mon désir de grossesse, à la base, j'avais envie d'un bébé, mais moi ce qui m'excitait vraiment avant tout, c'était la grossesse, de tout ce moment-là que tu vis dans ton corps, et aussi l'accouchement, c'était un truc qui me faisait rêver. Et après, le bébé bien sûr, mais Oui. j'avais pas d'appréhension de l'accouchement en fait, c'était vraiment un truc qui m'excitait quoi, j'avais envie de ça. Et jusqu'à l'avant-dernière semaine, quoi. non, c'était au 8e mois où là je me suis dit ça va vraiment arriver en fait. C'était vraiment une idée. Oui, il va falloir qu'il sorte quoi. Mais quelle idée ce bébé. Mais quelle idée en fait. Non, en fait, j'ai plus envie. Je la garde jusqu'à sa majorité. Et donc voilà, on part là-dedans. Je retrouve mon autre sage-femme qui est super chouette aussi et qui est quand même ils sont pro accouchement physiologique quoi, allaitement et compagnie. Oui, ils sont à l'écoute de tes attentes. Ouais. Et puis toutes les préparations à l'accouchement. Oui. On nous a bien préparé. Moi, je me préparais. On était bien. en phase, quoi. Je faisais mon yoga, je montais le coteau tous les jours. J'étais à fond, quoi. Loin du pronostic de ce fameux médecin qui t'avait dit à partir du premier mois, vous serez alité, quoi. Bon, pas du tout, hein. Moi, je suis au top. Elle a monté le coteau jusqu'à l'avant-veille de l'accouchement. Oui, au 45 nickel. minutes de balade, sans problème, quoi. Et voilà, quoi. Donc, on continue les échos tous les 15 jours. Et vous gardez un petit peu, du coup, la peur de ce que cet écho vous avez dit? Oui et non, parce que elle reste sur sa courbe de croissance. Donc, si elle reste sur sa courbe de croissance, il n'y a pas de souci. On est retombé sur un autre échographe qui est un peu un ponte. Enfin, en tout cas, la sage-femme qu'on avait à l'époque nous avait dit que c'était un mec assez réputé et qui nous dit on oublie tout de suite le terme d'eau long cours. En fait, on devrait même pas vous donner des poids. On devrait juste vous dire vous allez avoir un petit bébé, un moyen bébé, un gros bébé. Et après, on s'inquiétera si c'est un très petit bébé ou si c'est un très gros bébé. Mais en fait, on devrait même pas vous montrer de courbe, en fait, c'est anxiogène. Donc le contact passe bien avec lui. Puis il prenait vraiment le temps d'expliquer, quoi. Il était assez patient lui, c'était vraiment son métier. Il adorait ça, quoi. Et c'était un échographe du coup sur les bords de Jean Villard aussi. On était encore à Jean Villard. Ouais. C'est l'échographe référent. Et c'est le docteur Cardino. Ouais. Okay. Et donc lui nous rassure. Et donc on continue le suivi échographie avec lui. Ah, j'avoue, moi, les échos, qui est censé être un moment sympa pour quand on est enceinte, moi, ça a commencé vraiment à me saouler et c'était plus du tout un moment sympa. Et en plus, t'étais peut-être toujours à l'affût de ce qu'on a été annoncé. Oui, quoi. Mais en fait, l'écho, on regardait même plus vraiment l'image de l'écho. On regardait la statistique en bas où il y a le pourcent
Est-ce qu'elle est montée dans le pourcentile? Est-ce qu'elle est descendue dans le pourcentile? C'était plus un moment de plaisir de profiter. Quoi. Non. C'était un peu, je vais regarder comment j'ai réussi mon bac, retrouver les résultats, quoi. C'était, comment ça va se passer? Et donc, au début, elle restait dans sa courbe. Et là, lui nous avait dit, même si c'est un petit bébé, s'il reste dans sa courbe, c'est qu'il a une croissance normale. Ce sera un petit bébé. Il y a pas d'inquiétude. Oui, parce que si elle descendait, on nous disait, ah oui, va falloir la déclencher peut-être à 35 semaines. J'étais là, non mais, il y a pas moyen, en fait. Et puis, le truc, si c'est un petit bébé, il faut la faire sortir parce qu'en fait, ça veut dire qu'elle ne prend plus de poids in-utérin et elle prendra plus de poids à l'extérieur. Donc déjà, il y a un truc un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc 35 semaines, j'étais là, non mais il y a pas moyen, en fait, elle ne sortira pas de mon corps avant le terme, quoi, vraiment. Et ils vont pas non plus me voler la fin de ma grossesse. Donc là, je me dis à un moment, non mais je refuse en fait d'être complètement en stress. Je ne vais pas me faire voler ma grossesse, quoi, que j'ai tant désiré. Donc j'arrive à me remotiver en me disant, ok, de toute façon c'est un petit bébé, on n'est pas des gros gabarits, donc c'est normal. Ils nous font tout un sketch là-dessus, mais c'est juste nos gabarits en fait. Et on va pas faire un rôti de 4 kilos alors que moi je fais 1m57. François est fin, ma mère elle fait 1m52, enfin bon. Donc on continue, elle reste sur sa courbe de croissance, on passe la 35e semaine, donc je suis détendue, 37 semaines, je me dis ça y est, là, si elle sort, elle est plus prématurée. Donc déjà, dans ta tête, tu fais, ça va. Donc là, il commence à nous parler de quand même... Parce que la courbe redécroche. Redécroche un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait eu un premier décrochage qui avait été rattrapé. Donc on était revenu dans une situation normale après la première inquiétude. Et là, le poids ne suit plus la courbe à nouveau et a tendance à se retasser. Donc là, on commence à vraiment nous inciter plus vivement à déclencher, en fait. D'accord. Donc on est à 37 semaines. Donc on nous dit rendez-vous à 38 semaines et on vous déclenche au pire le lendemain. Et nous, on dit non, en fait, on va jusqu'à la prochaine écho. Parce qu'en fait, là, il y a beaucoup de suppositions, mais concrètement, l'écho, elle dit que tout va bien. Encore une fois, tout allait bien. Tout allait bien, mais ça pourrait aller mal. Donc on dit, on va pas attendre effectivement le moment où ça va aller mal pour réagir, mais pour le moment, vraiment, tout est au vert. Donc ne partons pas non plus dans un truc de prophylaxie trop sévère, quoi. Donc moi, je commence un peu à stresser quand même. Là, j'avoue que donc on avait rendez-vous à la 39e semaine, où il continue à nous dire, va falloir penser vraiment à déclencher là. Non mais elle va sortir mercredi prochain, le 20, on attend le 20 au moins. Donc là, ça a été un peu de la négociation en fait, vraiment comme on pourrait avoir avec un commerçant, quoi. C'est-à-dire, nous on vous dit de déclencher maintenant. Ah mais on comprend, on comprend qu'on va pas aller à terme, mais là pour nous c'est trop tôt parce que Agathe avait encore un instinct mon instinct maternel qui disait que tout était ok, quoi. Et que c'était ce jour-là qu'elle allait naître. Donc on dit pas avant ce jour-là parce que c'est ce jour-là qu'elle va naître. Donc la gynéco accepte un peu le truc, elle dit bon ok, alors on cale ça pour juste après et elle nous dit surtout je vais vous donner un deuxième rendez-vous avec les sages-femmes à la maternité. Et une gynéco à la maternité, que vous ayez 2 avis. Moi, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire, je peux pas vous forcer, c'est vous qui choisissez dans tous les cas. Je vous donne les risques, prenez un deuxième avis. Peut-être qu'elle aura pas les mêmes mots, peut-être que... Et ça, c'était intelligent de sa part. C'est intelligent et humain, en fait. C'est-à-dire que effectivement, on restait pas de personnes. Après, ça se passait très bien avec elle. On avait vraiment un bon feeling. Mais elle est vraiment chouette, cette gynéco. Mais à partir du moment où effectivement, elle a commencé à insister sur le déclenchement, nous, on commençait un peu à sortir les griffes et à dire, c'est pas vrai, on va encore devoir batailler. Rater la spontanéité de la chose. Oui, et surtout que dans ma tête, je savais très bien que déclenchement, c'était égal à quoi? C'était égal à mon col n'est pas mûr, mon corps n'est pas mûr, elle n'est pas prête, donc ça va prendre 1000 ans l'accouchement, je vais jongler. Il y a un risque de césarienne. Et ça, franchement, j'avais vraiment pas envie. Et il y a moyen que je sois obligée de prendre la péridurale parce que ça va être trop intense et que je ne vais pas réussir à gérer cette douleur. Donc, et la péridurale, moi, ce qui me faisait peur dans l'accouchement, c'était le cathéter et la péridurale.
Les aiguilles. Les aiguilles. Et j'étais là, mais et toutes les copines qui ont eu des déclenchements, enfin ça s'est quasiment toutes fini comme ça avec des petits bébés quoi, en césarienne. Et j'étais là, non mais donc ça a été aussi une force de notre âge, c'est qu'on s'est pas laissé faire. On n'a pas été têtu, on n'a pas été des murs. On a été vraiment dans une négociation quoi. Oui. On a dit non, là vous allez trop loin. Là peut-être que oui effectivement on doit revoir mais là vous poussez trop. Oui. Et ça a été vraiment un dialogue en fait. Donc on arrive le rendez-vous je sais plus c'était le 19 je crois ou le 18. Donc il nous réexplique tout À Libourne, c'est possible. Ouais, à Libourne, on nous réexplique tout le déclenchement, bon que j'avais très bien assimilé. Ce qu'il faut dire quand même c'est que du coup quand t'es déclenché, on te donne des hormones de l'ocytocine qui déclenchent les contractions, mais ça fait pas maturer le col. Donc il faut faire maturer le col. Avant de maturation du col pour essayer de préparer un peu le terrain avant de commencer à envoyer les hormones. Et que, en fait, dès que les hormones sont envoyées, ben, ça part en travail, total, quoi. C'est-à-dire qu'il y a pas de progressivité dans les contractions, dans l'intensité, dans le temps. C'est tout de suite hyper intense, quoi. Et ton corps, il a pas le temps de produire les hormones qui feraient que tu supportes, en fait, les contractions, cette douleur, etc. et qui aident aussi ton col à s'ouvrir. Et alors, du coup, si ton corps, il est pas mûr, son col n'est pas mûr à ce moment-là, on te fait, en fait, mûrir le col et il y a plusieurs procédés. Donc, soit chimique avec des prostaglandines, soit, donc c'est un petit tampon qu'on te met dans le fond du vagin et qui va diffuser et qui permet de faire mûrir le col. Soit on te fait il y a un procédé mécanique et on te met des ballons. Oui. Donc, un ballon à l'arrière du col et devant le col. Donc on t'insère ça et on te le gonfle avec de l'eau, du sérum Phi, on te gonfle ça. Qui est censé reproduire le mouvement de la tête du bébé qui commencerait à appuyer sur le col et qui l'inciterait à maturer en fait. Ouais. Et qui les fait aussi un premier déclenchement d'hormones. Ah oui. Et qui est censé décoller une membrane qui libère de l'ocytocine ou de la prostaglandine, je sais plus. De l'ocytocine, je crois, ou une hormone qui participe à la maturation du col. J'ai perdu mes cours, je sais plus. Voilà. Du coup, on choisit l'option mécanique, parce que j'avais pas envie d'être encore bombardée d'hormones, vu tous les hormones que j'avais mangées depuis ce parcours. Donc, on prend le mécanique et les ballons, et on nous dit, jeudi, vous venez. On déclenche jeudi. Donc, on était jeudi 20. Non, ils nous disent pas ça. Non, ils nous disent pas ça. On dit, nous, ok, on est prêt à accepter vendredi. Ah oui, on décale. Donc, j'étais à 39 semaines et je me dis, on va gratter jusqu'à 40 semaines. Elle va peut-être sortir avant. On se donne le maximum de jours, quoi. Et donc, on dit vendredi. Ils disent, vendredi. Donc, 24 heures de maturation, samedi. Possiblement 24 heures d'hormones. Ça nous amène à samedi dans la nuit de dimanche, donc anesthésiste, équipe de sage-femme, il y a moins de monde, donc c'est quand même plutôt jeudi. Donc là, nous forcément, il y a un côté de nous qui se dit, est-ce qu'on est dans la prévention médicale ou dans la prévention de planning en fait? Parce que ça, on peut l'entendre, on sait dans quel état est l'hôpital public, on sait que effectivement pour une maternité, ça va être plus facile d'avoir 3 accouchements par jour qu'un jour à 6 et un jour à 1. Donc là, on commence quand même à se demander à quel point c'est bénéfique pour la santé ou pour le ministère de la Santé, en fait. Bon, mais on comprend bien que de toute façon, enfin là, on se dit, on va pas risquer, on arrête, on sait pas en fait. On a quand même réussi à repousser un bon moment. Effectivement, sa courbe, elle a décroché. Donc bon, ok, on est à 39 semaines, c'est ok quoi. Oui. Tant pis pour le projet, on va voir jusqu'à où on peut tenir. Donc on arrive jeudi à 8h. Donc il me pose le jeudi, on était le 20. On était le 20. Donc je n'ai pas accouché, je n'ai pas accouché. Elle allait arriver aujourd'hui. Oui, parce qu'il y avait aussi l'espoir que le ballon fonctionne bien
et qu'en fait, ça déclenche mon ocytocine tout seul. Ok. Et Ça arrive, qu'il n'y ait pas besoin de me brancher sous ocytocine. Donc le ballon peut rester maximum 24 24 heures. heures. Donc ils le mettent vers 10h, 9h30, 10h. Et en fait, il peut rester 24 heures, mais il peut en fait tomber au bout de 5 heures parce que le col, dès qu'il va arriver à 3 cm, Bloup. bah, le ballon en fait retombe tout seul, quoi, en fait. Donc on est en position gynéco et c'est une sonde urinaire avec des ballons qui gonflent. Ok. Donc ils mettent la sonde urinaire avec le ballon dégonflé par le col de l'utérus. Ils le gonflent et ils font pareil de l'autre côté. Ils ouvrent un peu aussi le col pour faire passer tout ça. Donc voilà, bon, moi j'avais tellement eu avec des transferts de passage dans le col que, Oui. c'était ok, et je suis pas trop douillette, donc non, ça va, donc ça se fait. Truc qui est un peu dérangeant. Après, t'es pas gêné, tu peux rester toute la journée, on a marché, etc., etc. Sauf que t'as des trois fils. T'as les tubes qui pendent en fait le long de ta cuisse, quoi. Donc je me les étais scotchés le long de la cuisse, mais t'as ça qui pend pendant 24 heures. Donc c'est pas très agréable. Donc Ça nous va. amène au lendemain. Et non, j'ai eu 4-5 heures de contraction. Des petites contractions. Je pouvais marcher, je rigolais, j'étais là, yes, j'ai des contractions, c'est trop bien. J'étais contente d'avoir mal. Et donc on pensait que c'était en C'était train parti, de... que mon col était ouvert et tout, top. Et on passe une nuit d'enfer à l'hôpital, où notre chambre, en plus, on avait la pire chambre, où on pouvait pas ouvrir la fenêtre, où il faisait 25 degrés. Donc on dort pas très bien, et à 7 heures, on descend pour vérifier, enlever les ballons et commencer l'aventure, quoi. Et ils enlèvent les ballons, et en fait le col il est pas du tout ouvert, il est à peine à 1, quoi. Ah oui. Donc ils me branchent l'ocytocine au cathéter. J'avais très mal au cathéter. J'avais plus mal au cathéter qu'à tous les coffres. Jusque-là, tu te plaignais Je du faisais que cathéter. ça. Après, t'as oublié le cathéter. Donc ils nous disent vous avez la salle nature, on vous a réservé la salle nature, et j'étais là ok. Elle me dit vous voulez toujours pas, on vous pose pas la péridurale. Non, elle nous dit, je vous propose une dernière fois la péridurale, j'ai lu votre projet de naissance, après je vous soutiens, je vous la reproposerai plus jusqu'à ce que vous la demandiez. C'est chouette. Oui. Ouais. Donc toi tu dis que t'es toujours Ben, sans péridurale. on y va. On nous redit attention. Ça va faire intense. C'est du déclenchement. Pas pareil. Donc là vous pouvez l'avoir maintenant, mais si dans 1 heure vous la demandez, peut-être que l'anesthésiste mettra 2 heures à arriver s'il est au bloc. Donc potentiellement, Oui. si vous la demandez, vous l'aurez 3 heures après. Je suis ok, pas de problème. Et donc il est 7h, 8h, on m'envoie l'ocytocine. Donc l'ocytocine, c'est par unité où ça monte de 1,5 unités et tu peux aller jusqu'à 12. Normalement, arrivé à 12, c'est le max, ton col, il doit être ouvert. Donc on commence à envoyer l'ocytocine, 1,5. Ok, easy. 5 minutes après. J'en ai une, je fais ah ouais, là, ça commence et tout. Bon, ça allait, c'était pas encore trop intense. Donc on met notre musique. Vous étiez préparé, oui, un peu comment pour l'accouchement, un peu physio, des petites astuces, des petites choses. On avait lu le bouquin là de Gasquet sur pour les positions. positions. Moi, je fais pas mal de méditation et de yoga, donc j'étais avec mes respis, les positions, je savais les positions dans lesquelles il fallait se mettre. Et, et surtout, je voulais rester mobile, quoi. C'était vraiment ça, pas avoir mon dos écrasé pendant. On savait rien aussi, Non. quoi. C'est-à-dire qu'on avait une vague théorie, mais là, on rentrait dans la pratique et ah mais attends, mais mets-toi, ah mais non, non, ça va pas sur le côté, ah mais plutôt, ah oui, ah mais attends, page 42. Donc on avait L'avantage, c'est que vous avez pu essayer plusieurs choses. ah bah oui, on je a me suis fait bien que ça. amusée. Et on a eu le temps d'essayer. On avait le ballon, on avait la baignoire, on avait les suspensions, on avait la table Robocop là qui se met dans tous les sens. Donc on La était petite bien, galette. la galette, on avait tout le matos. Mon tapis de yoga aussi. Et donc ça nous amène à quelle heure? À 10h. Donc là ils arrivent, non, on était à 3h30 quand ils ont fait ou 3 ou 4h30 quand ils ont percé la poche des os. Je dis bon là on va parce que quand on perce la poche des os, ça accélère le travail. Et ça déclenche des hormones en plus. Et donc ça va encore monter en intensité. D'aller plus vite. Elle me dit bon là c'est ouvert à 1, on va aller percer la poche des os. Bon, moi j'étais un peu flippée, je savais pas si ça allait faire mal. Bon, en fait ça fait pas du tout mal. Hein.
C'est comme si on perçait un ballon de baudruche, on le sent pas, c'est pas ça nous appartient pas. Oui. Donc elle perce, ok, donc tu sens un truc qui tombe de l'eau partout. Et là, il continue à monter. Et là, elle monte l'ocytocine. Et là, quelques minutes plus tard, ça commence à partir, mais beaucoup plus intense que ce qu'il y avait eu avant. Là, je fais waouh, c'est parti. Donc là, ça part de manière assez intense, mais on continue. C'était déjà très intense depuis déjà le début. Bien carabiné. Là, t'as passé un cap où t'avais des phases où tu pouvais plus parler. Ah ouais. Et aucun répit. Et c'était quasiment, mais j'avais des moments, des contractions toutes les minutes, alors que dans un accouchement normal, c'est tous les 5 minutes. T'as quand même du temps entre chaque contraction où tu peux te dire, ok, une contraction, ça dure à peu près 1 minute, c'est rien. Pensons plutôt à l'après, où on va pouvoir se détendre. Moi, je n'avais pas de moment, en fait, vraiment, où je pouvais m'apaiser. J'avais des phases de contraction qui étaient très, très intenses, où j'avais vraiment l'impression que j'allais mourir. Et après, ça allait un peu mieux. Et François, il était carrément en coach en me disant, allez, ça va le faire et tout. T'as passé un cap, on continue. Sauf que, en fait, à partir de 12h30, ils ont commencé à venir, du coup, faire des touchés vaginaux. Ah, ben, ils arrêtaient pas déjà. Et j'étais branchée en continu. Non, au début, ils t'en ont fait un que au début, quand ils ont percé la poche. Et à partir de 12h, là, ça a commencé à passer à 3. Donc là, on s'est dit, ok, allez, c'est parti. C'est parti, ça va aller. Ça s'ouvre. Puis 2h, 3h, 3, 4h, 3, 5h. J'entendais tous les bébés naître et là, ça commençait à être vraiment, et j'étais dans le mal. Là, je crois que mon cerveau, il a commencé à faire out et je me souviens plus trop de toute cette partie-là, en fait. Et j'entendais des bébés naître. J'étais là, mais le nôtre, il va jamais arriver, quoi. C'est pas possible. Et mon col est toujours à 3. Donc, tu souffres. T'es toujours à 3. Ton bébé vient pas. Tu fais, mais, c'est pas possible, là. C'est horrible. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Entre temps, en plus, il y a une fille qui, elle, son col, elle était déclenchée aussi. Et son col est passé de 1 à 10 en quelques heures. Donc, elle hurlait la mort. Mais à côté, mais vraiment, mais horrible. Et moi, ça m'a complètement sorti en fait de ma bulle de concentration où j'étais. Mais ça m'a fait, j'ai eu trop peur. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui m'attend pour la suite, quoi? Et donc ça, en fait, ça a duré jusqu'à 20h le soir, où c'était toujours à 3. Donc où il y avait aucune avancée dans la situation, si ce n'est le taux d'ocytocine qui montait petit à petit par grade sur la machine. Donc là, on était à 9. Et ça nous amène à 7h du soir, ouais. Ouais, 7h. Où, 7h30, 8h, il y a le turnover des équipes. Donc moi, je suis là, à ce moment-là, toute nue, dans la baignoire. Ouais, et puis... au pire de la douleur, mais vraiment, là, j'ai... Puis sur une autre planète, quoi. L'eau, mais là, c'était vraiment méga intense, quoi. Vraiment, aucun répit. Je ne savais même plus comment me mettre dans la baignoire. Et la baignoire faisait du bien, le chaud, mais pour la violence. Donc là, on était déjà sur presque 12 heures de contraction. Ouais. Et donc, changement d'équipe. La sage-femme qui était avec nous présente la sage-femme qui prend la suite. Et la sage-femme qui était avec nous était vraiment à fond dans le truc de pas de péridurale, c'est ce que vous avez demandé. Elle respectait vraiment ça, quoi. Tellement mignonne. Il y avait une étudiante aussi, tellement sympa. Et là, il y a eu changement d'équipe. Et en fait, la nouvelle sage-femme, elle allait demander forcément l'avis de la gynéco parce qu'elles sont quand même subordonnées, quoi. Et la gynéco vient avec l'équipe de sage-femme pour dire, bon, ben là, on vous conseille vivement de poser une péridurale, en fait, non pas parce qu'on pense que vous n'allez pas supporter la douleur, mais parce que si il y a besoin de faire une césarienne, on pourra la faire sous péridurale et vous serez consciente et on vous donnera votre bébé dès qu'il naîtra. Vous serez dans une salle vous verrez votre bébé dans la maternité où la température est adéquate. Sinon, c'est au bloc. Là, il fait 15 degrés. Vous êtes anesthésié général, on sort le bébé, on le donne au père et vous le rencontrez 3 heures après. Que quand vous vous réveillez, quoi. Ça, c'était hors de question, quoi, que je vois pas ma fille, quoi. Et là, on a eu un peu, faut dire qu'on était
vraiment fatigué parce que bah, toi t'étais en privation de Ah oui, parce que je n'ai pas eu aussi à manger depuis la veille. Voilà, ni non, pas à mais... manger et juste un peu d'eau sucrée quoi. Non mais l'horreur quoi. Franchement, au début j'étais là à rigoler. C'était la maltraitance. Bon après je ne disais plus rien. J'avais. Mais Oui. donc moi je me suis infligé le même sort. je suis resté là. J'ai pas mangé, je pas bu et effectivement là il y a eu un petit moment, donc elle était dans la baignoire. Donc à poil, les jambes écartées, tout le monde était là en train de discuter. Et, Moi, et là, il est question de poser la péridurale et effectivement, il y a encore ce truc de cette impression en fait de surmédicalisation et de ce sentiment en fait qui s'installait à chaque étape. Chaque prise de décision, ouais. Et où là, en fait, on me demande à moi oui, de choisir parce qu'elle pouvait plus trop, sauf que moi mon rôle, enfin le rôle qu'on s'était donné pour moi, bah c'était de l'encourager, c'était de mais en même temps j'étais bien conscient de ce que les médecins rapportaient, je voyais bien la situation, je voyais bien que le col ne s'ouvrait pas, donc à un moment si ça s'ouvre pas, ça sert à rien non plus de souffrir si c'est pour finir en césarienne. Donc, on était à 9 d'unités. On était à 9 d'unités. Sur 12, mon col était pas ouvert et ils étaient là, il faut qu'on augmente. Il faut vraiment qu'on augmente. Et là, ça va être très violent. Mais moi, j'étais là, je peux pas. C'est trop, il faut attendre un petit peu encore. Et donc là, il y a quand même une grosse discussion avec la gynéco sur le coup. Bah, c'est moi qui l'ai eu parce qu'Agathe était pas capable de pleurer, mais de parler. Vous ne pleurez pas. Mais moi, j'étais vraiment, c'était vraiment dur, quoi. Et elle m'explique que bon, voilà, encore ce truc que on est une équipe, quoi. C'est pas eux contre nous, nous contre eux. On est ensemble, on avance ensemble, mais bon, c'est quand même plutôt, à nous d'aller vers eux que eux d'aller vers nous. Et sur le moment, ça passe difficilement. Et elle me dit, il faut qu'on se fasse confiance. Et je lui dis, mais en fait, j'ai théoriquement parfaitement confiance en vous. Vous avez tout le savoir, vous avez l'expérience, donc ça je le remettrai jamais en question. Je vous traite, je pense pas que vous êtes dans la maltraitance ou par contre l'animal en moi, vous rentrez dans la pièce et vous me dites ça, j'ai envie de vous en sortir en fait, j'ai envie de protéger ma compagne et mon enfant de vous en fait, vraiment au fond de moi, même si théoriquement je comprends vos arguments quoi, je le vis pas du tout. Donc là, ça a été un peu, donc ils nous ont laissé un petit peu de temps pour décider. Mais moi, je pouvais plus rien, en fait. En fait, j'avais cette sensation qu'il blablatait et moi, j'étais en souffrance. Franchement, mais j'étais là, mais qu'il se passe quelque chose parce que là, je n'en peux plus. Et en fait, surtout, ce qui s'est passé, c'est que t'as eu l'impression qu'en fait, ils avaient déjà tout décidé pour nous. Et genre, c'était, on va les laisser jouer un peu, là, elle va avoir mal. Au bout de 4 heures, elle va nous appeler en pleurant parce qu'elle veut la péridurale. Et de toute façon, la salle, elle est déjà préparée et ça finira en césarienne, quoi. On avait l'impression que tout était déjà joué, en fait. Tout ça planté par ce dont on a parlé avant de, ah non, venez plutôt jeudi que vendredi parce que ce sera, donc on se dit, est-ce qu'il y a un planning off, en fait, dont on n'est pas au courant? Mais faut quand même dire qu'on est dans un état de, même moi, qui suis pas en travail sans ocytocine, juste à la portée, je suis dans un état de fatigue qui commence à être un peu intense. Ah non, parce que je me jetais sur lui quand les contractions arrivaient, suivant comment ça arrivait. Et comment t'arrivais justement à les gérer ces contractions Il me disait de respirer, c'était les respirations et c'était les positions, quoi. Et en fait, ton corps, il sait dans quelle position il faut que tu te mettes pour aller bien. Quand les contractions étaient assez faibles, je pouvais faire suspendre mon ventre. C'était agréable, mais il y a eu un moment où je supportais pas du tout d'avoir le ventre suspendu et il me fallait un maintien. Peut-être c'est que de l'expérimentation. Ouais, c'est bien d'avoir lu un petit peu le bouquin avant parce que ça donne une idée de qu'est-ce qu'on peut expérimenter. Mais après, c'est... À 4 pattes, ça me faisait du bien, les jambes écartées à 4 pattes, suspendu, franchement, c'était top, ça aussi. Suspendu, mais je pense que c'était suspendu à toi parce que tu me faisais respirer, tu me disais souffle, parce qu'en fait, t'oublies de respirer. Mais j'avais tous mes membres qui tremblaient. Tellement c'était intense, chaque contraction, c'était, une violence, mais j'avais envie de me mettre en boule dans un coin comme un petit animal. Mais en fait, tu peux pas te mettre allongé tellement c'est douloureux, quoi. Après, dans ma tête, je me disais toujours, ok, ça passe vite. Je vais réussir à souffler, je me détends, ça passe vite. Ah ben... Et puis on avait vu un film avant où il y avait
un cow-boy qui disait ce n'est que de la douleur, un gamin qui se faisait amputer et du coup on était ce n'est que de la douleur. Mais jusqu'au moment en fait où il y a eu le changement d'équipe, on était persuadés que ça avançait bien et tout, et c'est aussi ce changement brutal aussi qui a fait que ta douleur, que t'as plus réussi à la gérer. J'étais plus dedans. À un Il moment, blablatait depuis 1 heure. Moi, j'étais là, les jambes écartées. Et puis, comme un animal. C'était un discours un peu décourageant, quoi. C'était un peu, vous allez pas y arriver, en fait. Oui, c'était là, prenez la péri parce que derrière, il y a toute une succession d'événements qu'il va falloir que vous gériez. Voilà, et puis parce avec qu'après, la péri, vous allez nous reprocher de pas avoir vu votre bébé à la naissance parce qu'on n'a pas assez insisté pour la péri, donc on insiste maintenant. Enfin, c'est un espèce de ping-pong de vous allez, je vais, du coup ça va. Donc, dans un moment de lucidité, je dis, ok, bon, la péri, là, on me la met. Je dis, par contre, moi, ça me fait trop peur, je veux du gaz hilarant. Puis, faut dire aussi, moi, il y avait un truc aussi égo, vraiment là pour le coup, qui appartenait un peu comme moi dans la manière où je l'ai ressenti. C'est qu'en fait, le rôle du conjoint quand il y a la péridurale, d'un coup, c'est d'être présent en fait. Mais moi, j'ai eu les histoires de mon oncle et ma tante où ils avaient la péridurale, ils se sont endormis et la sage-femme est venue, le bébé était en train de sortir, donc réveillez-vous, vous accouchez. Nous, on n'était pas du tout dans cette dimension-là, quoi. C'est vous accouchez pas, et c'était. Ouais, ça faisait mais combien d'heures là? Donc là, moi, je me suis senti un peu dépossédé de mon rôle, quoi. J'ai eu l'impression que maintenant, j'avais plus qu'à attendre, quoi. Il y avait plus de, j'avais plus de rôle, si ce n'est d'être présent et d'attendre. Et ça a été moi, pendant une bonne heure, j'ai fait du boudin. Là. Ah ouais, plus d'1 heure même. Parce que du coup, ils t'ont posé la péri, ça a tout de suite été mieux. Ils ont alors, il a mis 1 heure à arriver. Oui, ça c'est. Oui. Donc, je ne savais plus comment me mettre, et heureusement que j'ai eu le gaz hilarant, parce que les contractions étaient tellement violentes que je pouvais pas être en position pour mettre la péri, en fait, assis, le dos rond. Donc j'avais l'impression que ça faisait pas effet, mais je crois que j'étais complètement stone. Et donc ça, c'est possible d'avoir du gaz hilarant quand on prend pas. Mais ça remplace pas la péri, c'est pour. Non, ça détend un petit peu. Pour détendre. Ouais, si les contractions sont trop fortes, quand on fait un accouchement physio, on peut demander à avoir un petit peu du protoxyde d'azote. Bon, la péridurale, pas non plus, c'est pas douloureux, hein. Tu sens comme une petite. Pas du tout ce que tu pensais. Non, mais tu sens quand même un petit qui descend dans la colonne vertébrale. Et donc lui, il m'envoie un premier shoot. Donc je lui dis, vous m'envoyez pas une dose de cheval, quoi, parce que je veux rester vraiment mobile, quoi. Je veux pouvoir être sur la table, parce que tu peux plus sortir de la table, t'es monitoré tout le temps. Mais il te permettait quand même de pouvoir te mettre dans les positions que tu voulais sur la table. Tant qu'elle le pouvait, en fait. Donc je sens des picotements partout dans le corps, dans le ventre, dans les jambes. Est-ce qu'on te dit, par exemple, de te mettre sur le dos, peut-être, pour que la péri fasse partout, ou comment? Oui, alors on te dit d'être sur le dos pendant 1 heure, et de pas plier les jambes, de les laisser une demi-heure, de les laisser toi, tu puisses t'envoyer ton premier shoot après. Et après, on peut envoyer un autre shoot à partir d'1 heure. Okay. Donc là, ils m'ont fini de la poser, il était 21 heures. Ouais. Donc lui, il me fait mon premier shoot. Donc je sens quand même rapidement, c'est plus la même histoire, quoi. Oui. Que ça apaise quand même la douleur. Donc je peux souffler un peu, quoi, boire un peu d'eau sucrée. Et après, François fait du boudin. Du boudin. La sage-femme. Elle s'est à un moment presque un peu endormie, quoi, avec les premiers trucs de péridurale, avec le relâchement. Ah, j'en pouvais plus, hein, franchement. Elle commençait à sombrer, et moi là vraiment, je suis parti. Là, c'est le premier moment où j'ai quitté la salle pendant. Je lui ai dit, mais là, va prendre l'air. T'es trop là, t'es monté trop en pression. Je suis allé prendre l'air, boire un coup. J'avais l'impression d'être dépossédé, quoi. Ouais. Quand t'avais un peu volé ton moment pour l'accouchement d'Agathe, quoi. Ouais. Il y avait ce côté pour moi, et je l'avais aussi pour elle sans en être sûr, mais moi je le projetais sur elle parce que je savais à quel point quand même, on avait voulu s'approprier des moments qui nous avaient échappé tout le temps, et je savais aussi après tout ce parcours, en fait, à quel point c'était important pour elle. C'est bête à dire, ça fait un peu mais de se sentir vraiment femme, et de se sentir
accoucher en fait. Oui. Et que ça, la péridurale, dans la puissance du moment. Voilà. Ouais, j'avais vraiment Nous- besoin de ça, moi. Vraiment pour nous, besoin. la péridurale, en fait, moi, j'avais pas compris qu'il y avait maintenant, avec les dosages, qu'on pouvait avoir des entre-deux et que surtout que si elle n'appuyait pas, mais il y en avait plus. Ouais. En fait, que c'était pas un truc constant. Moi, Non, je croyais non. qu'il y avait quand même un filet de fond. Mm. Mais en fait, elle s'est mis, Je me suis mis, du coup, 2 ou non, mais 3. alors, elle m'a posé la péridurale et l'étudiante sage-femme, elle est venue m'augmenter l'ocytocine direct, quoi. Et j'étais là, ouais. Et il y a l'autre sage-femme qui est arrivée en disant, non, mais attends un tout petit peu que ça fasse effet parce que là, t'as vu dans quel état elle est, enfin, elle a vraiment pris cher, quoi. Pendant 12, 14 heures, je sais pas combien. Donc, je me suis envoyé un shoot, je m'en suis envoyé un autre à 21 heures. Et après, je me suis envoyé un dernier, je sais plus, entre 21 heures et minuit. Et à minuit, mon col était à 8. Et là, ouais, Et là, le col s'est ouvert, donc eux, ils disent quand même que la péridurale joue parce que ça va permettre quand même une détente de certaines du zones. corps, en fait. Oui, toi, ton Parce corps que- était plus détendu. Bah, j'étais tellement dans la souffrance parce que vraiment, j'ai jonglé, hein. Qu'à un C'était- moment, il y a trop de contractions et que c'est pas systématique, mais ça peut aider. Mais bon. La péridurale. Mais ça se trouve, enfin, c'est toujours pareil. Nous, dans ce moment-là, on est là, ouais, mais ça se trouve, il n'y aurait pas eu la péridurale. Ça serait ouvert quand même. Ils nous ont obligés enfin, Oui, avec la bien sûr, on fatigue, peut pas savoir dans voilà. tous les cas. Oui. Ça, il y a eu un petit accro avec la gynéco où je lui ai dit, ouais, mais en fait, là, votre argument, c'est de l'astrologie. Elle me répond, mais je fais pas de la météorologie non plus. Là, on s'est pas compris. Je crois qu'on s'est pas compris. C'est pas grave. Et non, mais donc on arrive à 8 cm, donc là c'est cool. Je dis allez, ça arrive quoi, c'est là et ça monte à 10 hyper rapidement. Donc c'est parti. Donc là, à partir de ce moment-là, je sens bien que j'ai pu envoyer de shoot et que je n'ai plus du tout Et que petit à de petit, tu sensation retrouves la sensation dans totale des jambes. les jambes. Oui. J'ai la force dedans quoi. J'ai plus ces picotements. Donc moi, je bougeais, hein, je me mettais à 4 pattes, je me mettais sur le côté. J'ai continué à rester mobile. Donc là, je me suis dit, waouh, là, je sens que ça vient. Ça descend dans le bassin, quoi. C'était plus les mêmes contractions qu'il y avait avant, en fait. Oui. C'était des contractions de descente dans le bassin. Et donc là, je me mets à 4 pattes contre le dossier de la table. Et je continue avec la respiration yoga à essayer de faire descendre. Et les sages-femmes me disent, bon là, ça serait bien quand même de pousser. Je dis non, moi je veux faire comme ça pour l'instant. Je pousse avec le diaphragme et on attend comme ça un petit peu. Et on voit ce que ça donne. Donc je suis restée jusqu'à... elle était dans le bassin jusqu'à 3 heures du matin. Et là, ça arrivait quoi. Et là, elle me dit, il faut passer une partie qui est un peu étroite. Et Donc, une fois que ça s'est passé, c'est passé. ça, c'est imminent. Elle me dit, par contre, là, ça met un petit peu de temps. Donc, il va falloir, parce que elle, ça faisait quand même 20 heures Oui. qu'elle était... À partir du moment où elle s'engage, il faut que ça aille vite, où elle il faut que s'engage vraiment il dans y a le bassin, il y a une demi-heure. une demi-heure, pour 45 sortir. minutes. Une demi-heure. Son cœur n'a J'ai pas dit une fléchi, demi-heure. son cœur n'a pas fléchi une seule seconde. Ouais. Donc, je dis, OK, Ouais, bon, on était bah, toujours dans une situation où tout allait très bien. Ouais. Mais, je dis, bon, bah, c'est pas grave, tant pis. Adieu mon périnée, adieu, adieu mon petit intérieur, c'est pas grave. Tous les massages que j'ai fait, bon, si tout est explosé, tant pis. Il faut que ça sorte. Donc là, je me dis, bon, allez, je fais mes poussées de bourrin et ça va aller. Donc là, je commence, ça passe, elle me dit, c'est bon, c'est passé le petit bassin, c'est OK. Elle y est, elle est là, quoi. Et là, je sens. Je dis, bah oui, je sens. elle me dit, C'est bon, là. j'ai bien compris qu'avec la gynéco, ça a été un petit peu difficile. On va essayer de le faire sortir sans avoir à l'appeler. Allez, Donc là- on n'a pas envie d'appeler le docteur. Là, vous donnez tout. Donc, je sentais les contractions, je sentais quand est-ce qu'il fallait que je pousse. Et puis, elle me mettait, en fait, les doigts dans le vagin pour que je puisse vraiment ressentir, en fait, comment pousser. Parce que moi, j'étais que en mode yéyé avec mes poussées, avec le diaphragme, en mode yoga, quoi. Donc, c'était plus les mêmes poussées. Donc, elle me montre comment faire. Donc là, je commence à pousser et elle me dit, allez, on pousse une 3e fois. Et je dis, ah, mais non. Là, j'ai plus à pousser. Ma contraction, elle est finie. Parce qu'elle- Donc tu sentais vraiment. Donc, je sentais t'étais tout, en fait, vraiment- Oui, c'était- tu t'écoutais. Ah oui, j'écoutais. C'est moi qui ai fait mon accouchement. J'ai accouché là toute seule. Elles étaient là, mais donc il y avait François qui était derrière moi. Enfin non, j'étais sur le côté. Et sur le côté, tu tenais une de mes jambes parce Je que je tenais me la suis tête mis- et les jambes. Donc là, La tête et une jambe. je me suis retournée parce qu'à 4 pattes c'était plus possible. Je me suis retournée sur le dos. Ouais. J'ai mis une galette, un truc, une espèce de ballon galette mou. Oui. Sous les fesses pour avoir le diaphragme dégagé. Et je me suis mis en mode chasse-neige
pour que à ce moment-là ça puisse passer et pour pas trop m'exploser mon petit intérieur. Toi, tu me tenais une jambe et la tête, et il y avait l'auxiliaire, l'étudiante sage-femme et la sage-femme qui me tenait aussi une jambe pour pousser, et je poussais quand les contractions arrivaient. Et là, elle me dit, là, faut vraiment y aller, la tête, tout est là. Je disais, ben oui, je sens bien que c'est là. Ça brûle. Et François, il voyait, il était là, allez, Eugénie. À un moment, j'explose en pleurs parce que je dis, mais il y a des cheveux, il y a des cheveux qui viennent de sortir. Et moi, ce à quoi j'étais pas du tout préparé, là, j'avais pour le coup un peu un préconçu, un peu genre cinéma américain de la sortie du bébé. Et là, je vois la tête qui sort, la contraction qui s'arrête, qui re-rentre, qui ressort, et ça a duré hyper longtemps en fait. Et ça sortait par à chaque fois un petit millimètre de plus, et hop, ça se faisait réaspirer. Je disais, mais non, c'est pas possible. Combien de fois? Et moi, je disais, mais Mélanie, c'est juste là. Bon, ça, c'était bien, parce que c'est ce qui a protégé mes tissus. Donc, c'était ce qu'il fallait faire. Oui. Et là, la gynéco qui dit, je suis désolée, on peut plus attendre, là, il faut appeler, mais vous inquiétez pas, le temps qu'elle se mette en blouse, le temps qu'elle arrive. Et donc là, elle appelle la gynéco instantanément ouvre la porte tout en tenue. Je me dis, ouais, très rapide les 5 minutes, très très rapide. Moi, j'étais dans un autre monde, j'étais en mode animal. Hein. J'étais. Et là, elle rentre dans la pièce et elle est passée en mode proie, comme une proie en fait, qui regarde son prédateur arriver quoi. Parce qu'elle est arrivée forcément avec son instrument, avec la ventouse. Et elle, je sais plus, c'est là où c'est après, mais que t'as dit, ouais, je veux pas les cuillères à salade, hein, je veux pas vos cuillères à salade. Comme ça. Ah, je l'ai regardé et vraiment, je savais que s'il y avait les instruments, il y avait épisio. Enfin, ça allait être le carnage. Et là, je crois qu'en fait, la gynéco, elle a entendu, en fait, un peu ce qu'on avait dit avant et elle s'est remis un peu en phase avec le truc de, effectivement, tout va bien sur le monitoring. Le bébé va bien, la maman va bien, tout va bien. Elle est là. Ok, ça fait 30 minutes et 20 secondes, et ben, je vais laisser un peu. Et elle est venue. En mode coach aussi. Dans le cercle. Ok. Et sans position dominante, quoi. Elle était, on était tous là pour la coucher, enfin, je sais pas comment dire, quoi. Mais c'était trop beau. Elle est vraiment descendue de son piédestal de médecin, en fait. Elle a su se mettre au niveau humain, encourager, sans plus, sans moraliser, sans apporter quelque chose de plus intelligent que les autres. Enfin, j'étais complètement sur une autre planète. Mais j'ai quand même ce flash, parce qu'il y a plein de choses que j'ai oubliées, quoi, tellement la douleur était intense. J'ai ce flash de ces 4 femmes qui étaient là, François qui était à côté de moi, avec la lumière tamisée. Et le flash aussi, parce qu'il y a quand même, ils mettent comme la lumière. Et j'étais là, waouh, mais c'était complètement irréel, quoi. Ça faisait un peu une scène de tableau, quoi. Très complètement dingue. Et là, je sentais, t'es là. J'étais là. Oui, je sens bien que c'est là qu'il y a un truc qui est sorti un peu, quoi. Et puis d'un coup, hop, la tête. Prenez-la, monsieur, prenez-la. Qu'est-ce que j'en fais? Ouais, ça m'a fait un peu flipper quand même parce qu'elle est sortie complètement bleue. Oui. Mais bon, ils sont soit blancs, soit rouges, soit bleus, en fonction des... Mais sur le coup, j'ai eu ça m'a un peu serré le bide. Et en fait, bon, elle a pris sa couleur directement. Ouais. Elle avait le cordon un peu autour, mais pas serré. Ouais. Et ils me l'ont mis dans les bras, et là, moi, j'ai fondu comme une madeleine, quoi. Et moi. Et elle était, je ne comprenais rien. Elle était pas encore redescendue. Je lui ai posé le bébé dessus. Enfin, j'ai coupé le cordon, je lui ai posé dessus. Et elle l'a regardé comme c'est pas réel en fait, comme si c'était pas vrai, quoi, comme si c'était pas encore arrivé. Et donc là, on l'a repris avec l'auxiliaire pour aller faire la première petite goutte de sang là, vérifier ça et l'aspirateur. Le temps moi qui me fasse parce que j'ai eu un petit point quand même. Qui te fasse une petite suture. Mais ça va. Mais ah oui. Pas de dégâts en fait. Et donc le là, fait que t'as bien géré, ouais. Je reviens dans les couloirs de la maternité avec mon petit paquet pour le rendre à sa maman. Et là, on va dire que la maman en train d'accoucher avait déjà pris sa retraite. On était revenu à la prof de SVT qui était en train de regarder son placenta se faire ouvrir par la sage-femme. Vous êtes sûr que vous voulez voir comment c'est dedans? Oui, ça m'intéresse. Non mais alors et ça donc par là, contre. Je lui ai donné le bébé et là. Alors oui, c'est intense toute la descente dans le bassin.
Mais je pense que quand on a eu des contractions qui sont assez violentes avant, en fait, ça passe. En fait, ça fait, oui, c'est intense. Oui. Mais en fait, ça passe et c'est assez rapide. Oui. Sachant que tu as eu des contractions de déclenchement aussi. Oui, oui. Et c'est assez rapide. Et après, ouais, t'as le cercle de feu où vraiment ça brûle et t'as l'impression que tout a explosé. Et en fait, non, c'est bien fait. Et ce qui est fou, c'est quand ça sort, quoi. T'as un espèce de soulagement, mais ok. Et d'un coup, ça s'arrête. Ça s'arrête. Et quelques minutes plus tard, le placenta, il est sorti vite. Pareil, t'as ce truc chaud qui sort aussi. Et c'est fini. Et t'es là, mais ouais. Et là, tout ton cerveau, tout se recalibre. T'es là, ok, c'est normal, tout va bien. Donc c'est quand même, mais tellement animal. Mais on était dans un état, mais ça devait, sentir, mais l'animal, Non, mais c'était, le liquide amniotique. Forcément, un peu les urines, forcément, sûr, oui, sûr. t'as tout qui lâche, hein, ça appuie tellement sur le rectum, la vessie, c'est la sueur, mais c'est complètement animal. Parce que quand j'ai vu d'autres filles sortir, qui elles avaient pas eu plus qu'elles avaient leur péridurale, elles étaient quand même nickel, quoi. Moi, j'étais dans un état complètement, Tu étais depuis un moment aussi, oui. Mais de ce qu'on a compris quand même après, pour avoir parlé un peu avec les sages-femmes, et là, comme t'as revu la gynéco récemment, c'est que pour elle, en fait, c'était vraiment un truc hors norme, quoi. Ah ouais. C'est que, enfin, ils étaient tous, nous, au début, on pensait que c'était un truc un peu comme quand on dit, oh, il est joli, votre bébé. Que c'était un peu une convention que de toute façon on dit, et en fait, on s'est rendu compte, que c'était vraiment pas habituel, en fait, ce genre d'accouchement pour eux. En tout cas, pas sous déclenchement, tout ça. Et que en même temps, du coup, elles étaient plus précautionneuses, mais en même temps, il y avait un côté aventure, quoi. Pour elles aussi, quoi. Il y avait un truc, la première sage-femme qu'on a eue, elle espérait vraiment qu'on accouche avant qu'elle parte, quoi. Ah ouais, elle voulait vraiment nous accoucher. Elle voulait. Il y a vraiment eu un truc qui s'est passé parce que, plus ça dure, en fait, plus on les voit, donc plus on crée des liens, quand même. C'est tellement intense. T'as plus du tout, il y a plus qu'une pudeur. Alors là, de toute façon, tu perds ta pudeur quand t'accouches, hein. Il y a plus rien. T'étais juste toi, en fait, un animal et qui doit faire sortir son bébé, quoi. Et ça va arriver à n'importe quel prix, en fait, quoi. Même si tu souffres, même si il y a des séquelles derrière, mais c'est pas grave, en fait, ça va sortir, quoi. Et c'est marrant parce que je passais dans le couloir après, donc on est remonté dans la chambre avec le bébé. Moi, je pouvais marcher, j'étais en forme. J'avais même pas de douleur. Ouais, parce j'étais que bien. la péri avait arrêté de faire effet depuis un moment. Oui. C'était fini depuis minutes, j'avais plus de douleur, je pouvais marcher. Et du coup, t'as accouché à 4h du matin. 4h08. Ça a duré presque, une vingtaine d'heures, quoi. 22h. Non, je pouvais marcher, je sentais mes jambes, je pouvais faire tout ce que je voulais, il y avait aucun problème. Mais tout, même pendant que je m'envoyais, où j'ai eu les 3 shoots, comme je les ai très espacés, mes jambes, je les ai toujours senties. Et je pouvais me mettre à 4 pattes, je pouvais tout faire, en fait. Et le lendemain, après, quand je suis allée me balader un peu dans le couloir, tout le monde me disait, mais bravo pour ce que vous avez fait. Et je savais même pas qui c'était, je me souvenais même plus, moi, des têtes de tous les sages-femmes, tous les auxiliaires qui étaient passés dans la journée, en fait. Ou le jeudi. Parce que le jeudi, le ballon, c'était complètement, j'avais l'impression que ça faisait une semaine, ça. Et la PMA à Milan. Bon, ça, c'était complètement oublié, l'histoire. Complètement oublié, complètement. Et c'est ça aussi, moi, c'est ça qui m'a fait revenir et qu'on a partagé et qu'on s'est dit, ok, il y a la péridurale, ok, mais ça nous appartient toujours, en fait. C'est qu'on avait déjà vécu ça, en fait, avec la PMA, en fait. Le fait de faire quelque chose qui nous semble contre notre gré et qui finalement, en fait, après, on s'en souvient même pas. Il reste que du bonheur, quoi. Parce qu'on a eu la chance que ça marche aussi. Oui, parce que ça s'est fini un peu comme vous l'imaginez quand même. J'ai aucun regret. Et finalement, on a vécu cet accouchement. La péridurale, au moment, en tout cas, où elle est arrivée, la manière, ça a été vraiment épique. On a vécu une aventure et en fait, même si c'est pas comme ça qu'on avait pensé qu'on voudrait se l'approprier, en fait, on se l'est approprié. On se l'est approprié parce que oui, on avait décidé que non, mais maintenant on décide que oui, mais c'est pas parce qu'on est forcé, c'est parce que et on a repris le truc en main, quoi. Et en fait, moi, je suis contente de mon accouchement et même ça m'a complètement, avec tout ce parcours de PMA où ton corps ne t'appartient plus, parce que moi en PMA, je fais ok, mon corps c'est bon,
il est à eux, ils me ponctionnent, ils me font des trucs, terminé. Et là, j'ai eu une espèce de power woman, je disais waouh, mais c'est incroyable. Même tu vois, quand je me suis vue dans la glace après mon accouchement, j'étais pas là waouh, c'est affreux, c'est vide, nanana, mais pas du tout. J'étais là mais waouh, mais j'adore mon corps de postpartum en fait, même s'il est un peu mou et tout, c'est pas grave. Je sais pas, j'étais trop kiff, t'étais fière, t'étais fière d'avoir accompli. mais Et après, tu complètement. te promènes dans la rue et puis t'es là, eh ouais, moi j'ai accouché. Non, mais Il y a que les femmes qui peuvent se dire ça. non, parce que François, il a Mais aussi, bien sûr. il a bien travaillé. Bien sûr. Tout cet accompagnement, mais c'était Bon, de du coup, la folie. ta présence auprès d'Agathe, finalement, c'est avéré quand même bien utile, même après la péridurale. Oui. Il y a vraiment une auxiliaire qui m'a sauvé, quoi. Enfin, qui est venue parler avec moi, qui a senti que elle a trouvé les mots pour me faire un peu redescendre. Et là, c'est le moment où le col a recommencé à s'ouvrir. Et là, c'était reparti, quoi. Il y avait, Et Louison est née, elle faisait 2 kilos 430. Donc c'était une petite crevette quand même. Et comme donc des en fois, dessous des 2,8 kg. Ouais. Voilà. Mais bon. Et comme il y a quand même une petite marge qu'ils savent pas tout à fait avec les échos et que c'est pas non plus une science parfaitement exacte, ils ont dit, à la fin, la sage-femme est venue et elle m'a dit, je suis vraiment soulagée qu'elle fasse le poids qu'on ait annoncé. Parce que là, s'il était sorti à 2,9 kg, vous nous auriez tués. Vous nous auriez tués de tout ce qu'on vous a obligé à faire parce que c'était un petit poids et en fait, non. Ouais. C'est là, on savait que ça allait être très difficile. Et nous, ça nous a fait rigoler et puis. Oui, maintenant vous en avez rigolé. Et j'ai revu la gynéco hier pour mon rendez-vous post-natal là. Et elle me dit mais bravo, vraiment. Ah oui. Ouais, c'est incroyable. Vous aurez marqué leur esprit avec votre histoire. Ah, mais complètement. Il y a une sage-femme, justement, celle qui au début nous avait dit je respecterai votre décision. Elle s'en est voulu de pas nous avoir. Enfin, elle a raconté à la gynéco quoi, de pas vouloir, de pas nous avoir plus dit qu'il y avait quand même potentiellement ça qui pouvait se passer quoi en fait. Tu vois, de dire ça peut quand même finir en césarienne d'avoir été peut-être trop elle s'est sentie trop accompagnante, trop peut-être alors que en fait c'était super ce qu'elle a fait, mais la culpabilité elle a pris pour elle. Après l'autre gynéco aussi a parlé avec du coup celle qui te suit et a dit que qu'elle avait vraiment eu la sensation d'avoir le mauvais rôle donc ça moi c'est un truc que je veux faire, je l'ai pas encore fait, mais leur envoyer un courrier, une lettre pour déjà les remercier et puis dire que aussi qu'il y avait de la fatigue, tout ça, mais dire qu'ils ont été super, quoi, qu'ils ont fait ce qu'il fallait, quoi. Que après, dans tous les cas, dans l'état émotionnel et avec le parcours qu'on avait, à part si tout se passait comme on l'avait imaginé, en fait, ça pouvait être que de la tension et des crispations, quoi. En fait, on revenait de trop loin, en fait, pour qu'on soit plus souple que ça, quoi. De toute façon, un accouchement, ça se passe jamais, jamais. Rarement comme on a imaginé. Et en fait, il faut pas. Je pense qu'il faut pas rester dans. S'il y a des femmes qui veulent faire un accouchement physio, faut pas rester bloqué parce que je pense après tu peux mal le vivre ton postpartum. Et je pense que c'est contre-productif même. Tu vois, à un moment de t'accrocher en fait. Faut pas se fermer dans une. Voilà, finalement, ça revient à se mettre en boule. Et tu veux accoucher en te mettant en boule, c'est pas compatible en fait. C'est des compromis quoi. C'est une série de compromis qui nous amène à un bonheur complet malgré toutes les péripéties quoi. Bon, merci pour tous ces rebondissements. Non, c'était vraiment chouette. Bon, il y en a eu d'autres, mais on vous épargne. Après, c'est après la naissance. Après la naissance. Après, ça a été pareil avec le poids. L'allaitement. Pas assez vite. Il y avait pas de problème avec la jaunisse, il y a un problème avec la jaunisse. Enfin, ça a été encore, nous, on pensait partir, en fait, une fois que ça s'était fait, nous, on était mais c'est bon. Dans 2 jours, on est à la maison. Elle marchait en plus 2 heures après, on était là, c'est bon, on est parti. On est resté 7 jours à la maternité, on était là, mais laissez-nous sortir. Et tout a été un peu complexe, quoi, jusqu'à ce qu'on rentre à la maison, et là, tout... Oui, une fois que vous étiez à la maison, les problèmes se sont évaporés. Elle a pris du poids. Ultra rapidement.
La lactation, parce que Agathe l'a nourrie au sein, s'est mis en place tout à fait normalement, alors que c'était tout un problème à la maternité, qu'il fallait donner des compléments, mais qu'il fallait la réveiller, L'enfant se sent en sécurité là où les parents se sentent bien, et quand à la maternité on n'est plus bien et qu'on a envie de partir, il y a un moment où c'est contre-productif, l'enfant le sent forcément, quoi. Et là, dès qu'on est arrivé ici, après... C'est pas grave. Le prochain, ce sera à la maison. Parce que moi, j'adore accoucher maintenant. Heureusement que j'ai fait un bébé tard parce que j'en aurais fait 10. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette histoire que vous partagez là. Ben, avec plaisir. Avec plaisir, ouais. C'est bien de partager les histoires comme ça aussi, plus que ceux qui partagent leurs mésaventures sur les forums, quand on en parlait au début du podcast. Oui, c'est bien d'avoir des fins heureuses. De toutes les histoires, quoi. Ouais. Il existe de tout, en fonction de chacun et en fonction de tout. Voilà, c'est ça. On peut conclure comme ça. Et puis avec Louison, Qui fait des petits bruits. qui nous a accompagnés dans ce récit. Oui, il y a peut-être des petits bruits de prout. Hein. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le faire voyager, à le partager, à vous abonner et à lui mettre 5 étoiles. À très vite pour le prochain épisode et d'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux.